Vous regardez Bismart, c'est l'émission qui est consacrée tous les jours au numérique, aux nouvelles technologies, au monde de l'innovation et au monde du libre, au monde du logiciel libre exactement. On va en parler comme chaque mois à peu près avec Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Il est venu aujourd'hui accompagné d'Édouard Tisserand, président de Bérémis. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être en plateau. Je vous ai présenté dans le sommaire comme un pionnier. Vous faites figure de pionnier finalement dans le monde industriel avec votre solution libre. Mais je ne vais pas vous donner la parole tout de suite. On va d'abord faire un peu de contexte avec Jean-Paul. Un peu de contexte sur ce monde du libre dans le monde industriel où ce n'est pas très coutumier d'en parler finalement. Hein. C'est un domaine où le libre est plutôt assez discret. Oui, il y a deux domaines dans l'informatique où le libre n'est pas le modèle dominant ou n'est pas un modèle significatif, les télécoms radio et l'informatique industrielle, ou plus précisément l'automatique industrielle. Oui, parce que dans le reste du numérique, quand même, je le précise, parce que vous nous le rappelez régulièrement, le cœur des grandes solutions numériques qu'on utilise, ce sont des logiciels libres. Tout est libre, presque partout. Et même aujourd'hui, dans la création artistique, on trouve du libre sérieux pour faire de la musique avec LMMS. Je connais des graphistes qui travaillent avec GIMP et Inkscape. Il y a eu des films faits avec Blender. Donc, ça va très loin. Mais dans les télécoms et dans l'automatique industrielle, ça résiste. Eh bien alors, donc on va avoir un point commun. Pourquoi ça résiste? Alors, c'est des industries déjà de normes. Le 3GPP pour les télécoms et l'IEC pour l'automatique industrielle. Après, c'est étonnant, mais c'est des industries où les acteurs dominants, c'est des Européens. Donc Ericsson, Nokia pour les télécoms, dans l'automatique industrielle, Siemens et Schneider. Et c'est des industries avec de la régulation et de la criticité. On ne va pas allumer une station 5G sans l'autorisation de l'ARCEP en France. Et quand on met à jour une chaîne de production dans une usine, on n'a pas envie qu'un bug conduise à ce qu'un ouvrier soit blessé ou même tué. Oui. Alors vous avez évoqué le terme d'automatique industrielle, c'est précisément le domaine de Bérémis, mais on va expliquer peut-être précisément ce que c'est. Alors, c'est à mi-chemin entre les maths et l'informatique. C'est un vieux domaine. Et c'est en fait ce qui fait que quand on appuie sur le bouton d'un ascenseur, on a très confiance dans le fait qu'on va arriver au bon étage et que l'ascenseur ne va pas devenir fou et s'écraser sur le sol. Sinon, on ne les prendrait pas. C'est ce qui fait que le métro de Lille est automatique depuis 40 ans avec de facto aucun incident majeur sur les voyageurs. C'est ce qui fait tourner les chaînes de production des usines Stellantis, BMW. C'est ce qui fait quand on ouvre la cage dans la chaîne de production où se trouve le robot s'arrête pour éviter de donner un coup de patte et de tuer un ouvrier. C'est ce qui contrôle les centrales nucléaires, les usines chimiques. Et en fait, c'est un marché énorme. C'est 200 milliards d'euros aujourd'hui en 2022. Ça sera 400 milliards en 2030. C'est exactement la taille du marché du cloud. Et on n'en parle jamais. Oui, c'est vrai. Et les leaders, c'est 2 Européens, 2 Japonais, un Américain. Donc Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Schneider, Omron. Et c'est le cœur de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Schneider Electric français, qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine aussi dans Smartech. On parle de cette industrie 4.0, on va préciser encore ce concept. Hein. Alors, l'industrie 4.0, c'est un peu à l'industrie ce que le Web 3.0 dont on vient de parler, oui. Donc, c'est plutôt un concept politique et marketing qu'un concept de science dure. Dans le cas de l'industrie 4.0, Angela Merkel, vers 2011, a lancé ça et a poussé ça comme un moyen de maintenir le leadership allemand dans le domaine industriel. Et si on veut regarder ce que c'est au fond, l'industrie 4.0, c'est se dire que le réseau de l'usine se connecte avec du edge à l'ERP de l'entreprise qui a plusieurs usines et qui est hébergée sur le cloud. Et comme donc ça, c'est une usine connectée, si je résume. À un ERP qui planifie tout. Ouais. Et le problème, c'est que ça n'existe toujours pas. Parce qu'en fait, connecter le réseau de terrain d'une usine au cloud, c'est interdit à peu près partout. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, ont très très peur que si on ouvre le réseau des usines au cloud, à l'intranet, ça serve à faire rentrer des virus ou des attaques cyber. Ce n'est pas un risque imaginaire, c'est ce qui a été utilisé en Iran par les États-Unis pour détruire l'usine d'Ispahan d'enrichissement d'uranium et pour en fait casser les centrifugeuses. Et donc les gens se disent, ça pourrait m'arriver. Imaginez, je ne sais pas, ce qu'on voit dans les hôpitaux avec les postes Windows qui se font bloquer. Imaginez que la même chose arrivait dans une usine. Donc ils se disent,
on ne connecte rien. Donc, il n'y a pas d'industrie 4.0. Alors, on ne connecte rien parce qu'on est super prudent ou parce que les réseaux informatiques ne sont pas suffisamment sécurisés? En plus, ils ont été conçus sans l'idée de sécurité dans les années 70. Ah, c'est embêtant. L'idée initiale, c'était plutôt d'avoir le même déterminisme, le même côté prévisible que ce qu'on avait avec de l'analogique. Donc on remplaçait des fils électriques qui envoyaient du courant par des réseaux informatiques censés faire la même chose et avec le même côté ultra réactif. L'idée de ces réseaux, c'est d'éviter le phénomène où on appuie sur le bouton stop, le PC rame, et alors qu'on est en train d'essayer d'arrêter un réacteur nucléaire, on attend 3 secondes, voire 1 minute, que le poste de travail se réveille. Et donc, les automaticiens ne veulent pas ça, ils veulent du déterminisme et du temps réel. Et la cybersécurité, c'était un petit peu moins ce qu'ils avaient envie d'avoir. Mais ça devient un sujet qui monte quand même, cette question de la cybersécurité dans le domaine industriel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? On a toujours des réseaux informatiques qui ne sont pas suffisamment prévus pour cette connexion de l'industrie 4.0. Alors aujourd'hui, on a une norme qui est raisonnable, avec une sécurité raisonnable. Ça s'appelle OPC-UA, ou de son joli nom, IEC 62541. Parce que toutes les normes de l'automatique industrielle, c'est IEC quelque chose. Okay. Et on combine cette norme OPC-UA qui permet d'avoir une communication sécurisée et standardisée à la norme IEC 61131 pour que les automates fonctionnent tous pareil. C'est un peu comme le HTML des automates industriels. Et la norme TSN pour que les réseaux Ethernet soient déterministes. Et quand on mélange tout ça, on a enfin une architecture pour l'industrie 4.0 qui est complète, normalisée, déterministe et sûre. Mais bon, ça c'est la norme. Mais la réalité, c'est qu'on a des constructeurs qui sont tous incompatibles les uns avec les autres. D'un produit à l'autre, c'est pas compatible. C'est comme le Sinclair ZX80, le ZX Spectrum, ou l'Apple II et le Macintosh. Donc l'automaticien industriel, il se promène avec son laptop. Dans son laptop, il a une version du logiciel de contrôle de chaque version, de chaque constructeur, de chaque outil, de chaque usine. Donc, il se retrouve avec, par exemple, 3 logiciels Siemens, 2 logiciels Omron. C'est complètement fou au temps de Linux et du web. Et on en est toujours là? Ou là, maintenant, ça y est, les conditions sont réunies pour vraiment enclencher cette industrie 4.0? C'est pareil. C'est pas parce qu'on a un standard que les gens vont le mettre en œuvre. Ouais. C'est pas parce que Beckhoff, Volkswagen, Siemens, Schneider, Microsoft, ABB sont tous dans la fondation OPC que quand on déploie des outils de ces constructeurs, ils sont conformes à la norme. Non, ils ne le sont pas. Et ce n'est pas pour ça que les industriels utilisent la norme. Ils utilisent toujours les vieilles normes aujourd'hui. Parce que ça prend du temps, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Et parce que ça va contre les intérêts économiques des fabricants d'automates, qui ne oui. veulent pas en fait perdre leur rente. Et donc c'est exactement comme Unix dans les années 90. Ça n'a changé que le jour où il y a une volonté ou un choc systémique. Le choc systémique dans les Unix, c'est Linux. Linux plus le projet GNU a fait que IBM, HP ont arrêté d'avoir tous leur Unix incompatibles et que tout le monde s'est standardisé autour de Linux. Et le choc aujourd'hui dans l'automatique industrielle, c'est qu'on a de bout en bout du logiciel libre pour tout faire. On a Open 62541 pour OPC-UA. On a ProViewer en Suède a montré qu'on pouvait faire tourner une aciérie complètement avec du libre en Suède et en Chine. Il faut imaginer une aciérie, donc prouver ça, c'est la preuve que le libre fonctionne. Mais ce n'est pas conforme au standard IEC, donc ce n'est pas adopté. Maintenant, on a Bérémise qui implémente tous les standards, le standard 611-31, le standard CAN pour l'industrie automobile, OPC-UA grâce au sponsorship d'un opérateur de Edge Cloud européen. Et tout ça sur du matériel libre, par exemple avec Olimex, des processeurs européens comme NXP ou ST Micro. On a enfin de bout en bout la chaîne complète en logiciel libre pour faire tourner du Edge au niveau du réseau de l'usine, du cloud pour les ERP, connecter tout ça, ça y est. Et en plus, tout est européen et tout est souverain. Et en plus, grâce à vous, Jean-Paul, on a Édouard Tisserand en plateau ce matin dans Smartech. Vous, ça fait donc 15 ans que vous êtes sur ce sujet de l'automatique industrielle. Déjà, peut-être une réaction à ce que nous a expliqué Jean-Paul? On ne pourrait pas être plus précis. C'est effectivement la situation dans laquelle on est. On a des standards ouverts depuis un certain temps qui mettent beaucoup de temps à être adoptés. Et parce que j'ai dit, ça fait 15 ans que vous y travaillez. Mais donc là, visiblement, on n'est qu'aujourd'hui au moment du choc systémique.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué de les convaincre, ces industriels? Il y a une véritable inertie et l'information est très peu partagée dans le monde de l'industrie. Le logiciel libre, de manière générale, a du mal de pénétrer et il y a très peu de retours aussi. Quand les industriels utilisent du logiciel libre, ils ne s'en vendent pas. Pourquoi? Je pense que c'est une culture du secret. D'accord, c'est pas lié au fait que ce soit de l'open source. Et alors pourquoi avoir choisi justement de proposer du logiciel en open source? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte par rapport au logiciel classique industriel? Eh bien, en fait, c'est né d'une frustration. Mes premières expériences professionnelles dans le monde de la fabrication de machines ou de la fabrication des composants de machines, au bout de 5 ans dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que on était très limité avec les solutions propriétaires qui étaient vendues. On ne pouvait pas interconnecter avec d'autres types de langages, avec du code existant. On ne pouvait pas customiser. On n'avait pas d'informations sur les détails du fonctionnement de ces solutions. Et bien la solution évidente, sachant que j'avais une prédisposition naturelle étant tombé dans la marmite de logiciels libres quand j'étais petit, la solution évidente, c'était de faire une implémentation ouverte qui permettait à tout le monde de la maîtriser de bout en bout. Jean-Paul, comment est-ce que tu as découvert Bérémise? Alors, je cherche toujours les domaines qui ne sont pas encore, on va dire, colonisés par le libre. Ouais. Et donc, j'ai découvert télécom radio, automatique industrielle. Puis après, je suis allé vous chercher qui a réussi à faire quoi. Et donc, j'ai d'abord trouvé les Suédois de ProViewer. J'ai vu qu'il y avait une certaine limite à leurs produits en termes de normalisation et de portabilité. Puis j'ai cherché. Et alors, en fait, c'est en tombant sur un papier de recherche de Russes qui comparait les solutions libres dans l'automatique industrielle que j'ai compris que, en fait, le travail le plus extraordinaire qui avait été fait, ça a été fait, en fait, par Édouard Tisserand et des gens au Portugal. Dans le sud de la France. Ouais. Et je pose cette question parce que c'est quand même terrible, je trouve, de savoir qu'on a des pionniers dans un domaine, mais qu'ils ne soient pas identifiés. Vos clients, ils sont où aujourd'hui, vos clients? En Ils sont Europe, en France, essentiellement. hors de France? Il y en a en France, mais la majorité est dans les autres pays d'Europe. D'accord. Et au-delà de l'Europe également? Il y a des utilisateurs de Bérémise au-delà de l'Europe aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement des clients directs, puisque c'est un logiciel libre, tout le monde est libre de s'en servir. Mais effectivement, Bérémise est utilisé tout autour du globe. Et est-ce qu'il vous semble qu'en France, on avance moins vite qu'ailleurs sur l'industrie 4.0? Je ne suis pas vraiment capable de vous le dire. Ouais. Pour moi, l'industrie 4.0, ça reste un buzzword sans C'est comme beaucoup quand de je vous sens. parle du Web 3, quoi. Sachant que Bérémise, j'ai commencé à le développer en 2006 et que l'idée derrière Bérémise, c'était finalement les idées de l'industrie 4.0, puisqu'il s'agissait de rendre les langages de programmation des automaticiens interopérables avec le reste de l'infrastructure digitale. Donc en fait, Mais aujourd'hui, vous êtes un outil de transformation quand même de cette industrie. oui, Vous effectivement. faites de la transformation numérique de l'intérieur. Tout à fait. Bon. Et est-ce que c'est à chaque fois, en fonction de l'usine, en fonction de son activité, en fonction des robots dans cette usine et du mode de travail, tout ça, est-ce que vous devez à chaque fois adapter la solution ou est-ce qu'on a aujourd'hui une plateforme logicielle? Est-ce que Bérémise, c'est une plateforme logicielle qui peut s'adapter à chaque demande? Bérémise peut s'adapter à déjà énormément de demandes existantes, mais les cas d'utilisation sont généralement compliqués et il est souvent nécessaire de faire des adaptations, de rajouter des modules, des plugins, des extensions. Et ça leur coûte moins cher, je pose toujours la question économique, de passer par de l'open source, du logiciel libre? Oui, normalement. Surtout sur la durée, puisque une fois que vous avez fait l'adoption d'un logiciel libre, vous n'avez plus de licence à payer. Donc, il se peut qu'il y ait un coût d'acquisition supérieur,
sur le plan financier, mais aussi sur le plan humain. Il faut investir dans de l'humain. Mais une fois que ça c'est fait, eh bien vous avez quelque chose de beaucoup moins coûteux et aussi sur lequel vous avez un beaucoup plus grand contrôle. Donc, on a un pionnier ici en plateau. Est-ce que dans le monde du logiciel libre que vous connaissez, que vous fréquentez bien, il y a d'autres initiatives? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, le libre dans le monde industriel? C'est quelque chose qui émerge rapidement en Europe. Parce qu'il y a quand même une volonté politique là, sur l'industrie 4.0, Sur y l'industrie, compris en France. Il y a des déclarations encore récentes il y a pour une- pousser les deep tech, pour pousser justement le renouveau industriel de la France. il y a une volonté politique affichée sur l'industrie 4.0, mais ce qu'on regarde pour moi dans la pratique, la traduction, c'est Open 62541 fait par le Fraunhofer, l'Université de Dresde, l'Inutronics en Allemagne, qui en mettant une implémentation libre du standard OPCUA, accélère tout le monde. Quand on va par exemple chez Wago, Wago c'est un peu un petit Schneider en Allemagne qui fait de l'électricité, des automates industriels. Leurs produits aujourd'hui, c'est des systèmes embarqués Linux. Le code source est publié sur GitHub. Donc pour moi, ce qui pousse vraiment vers l'industrie 4.0, le contrôle et l'interconnexion, c'est plutôt ce qu'on est en train de voir autour de constructeurs indépendants européens de matériel industriel et de projets européens de logiciels libres industriels. Parce que les grands acteurs sont tous en train d'essayer de faire des accords avec Microsoft, Google, AWS, qui vont vers une perte de souveraineté sur le edge et sur l'industrie. C'est une grande erreur. Et au contraire, on a des centaines de PME européennes industrielles qui en fait s'appuient sur du libre pour avoir des vraies solutions. Et vous travaillez en collaboration avec les fabricants de matériel, de robots industriels? Oui. C'est un binôme. C'est des collaborations avec des industriels. Donc dire que c'est un binôme, non, c'en est plusieurs. D'accord. Bon, pour moi, ça reste encore obscur quand même, cette industrie 4.0. Mais on va continuer à explorer ce sujet dans Smart Tech. Je vous propose qu'on parte tout de suite dans ce que vous allez appeler le buzzword, j'en suis sûre, messieurs, c'est le métavers.